Comme le disait Christophe, je suis Guillaume Hébrard et je travaille ici à l'Institut d'astrophysique sur les exoplanètes. C'est presque écrit en complet. Et donc, dans cette salle, qui sait ce que c'est qu'une exoplanète? Alors, beaucoup de personnes, mais pas tout le monde tout de même. Donc, je vais présenter très brièvement de quoi il s'agit. Donc, les planètes, qui sait ce que c'est une planète? Là, quasiment tout le monde, je pense. Donc, les planètes, on est sur une planète, la planète Terre. Et les planètes, si on les voit, les planètes du système solaire, il y a Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, la Terre, Mars, etc. Des planètes qui tournent autour du Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile. Qu'est-ce que c'est une étoile? C'est une grosse boule de gaz, d'hydrogène essentiellement, qui est chaude, qui émet de la lumière, qui émet de la chaleur, qui émet de l'énergie. Et les planètes qui lui tournent autour, en première approximation, on peut dire qu'elles n'émettent pas de chaleur, qu'elles n'émettent pas de lumière. Elles en émettent encore tout de même un petit peu, mais globalement, elles reçoivent la lumière, la chaleur, l'énergie de notre étoile, le Soleil, et elles lui tournent autour. Et donc, dans le système solaire, il y a une grande variété. Il y a plein de trucs dans le système solaire, comme on le voit. Voilà. Jupiter, qui généralement est ronde, là, elle est un petit peu allongée pour la nuit de l'astronomie à l'IAP, mais elle est ronde. On a des volcans à la surface de Mars, on a des comètes, on a tout un tas de choses dans le système solaire. Et puis, on a une planète qu'on connaît bien, la planète Terre. La planète Terre, on la connaît bien, évidemment, parce qu'on est dessus, et puis elle a une particularité, elle a des océans, des continents, une atmosphère, et puis avec toutes ces propriétés, eh bien, elle a la vie qui est apparue, la vie végétale, la vie animale, qui est apparue et qui s'est développée sur la Terre. Et donc, quand on observe le ciel la nuit, comme on peut le faire là ce soir sur les terrasses de l'IAP, on voit toutes ces étoiles, et ça fait assez longtemps en fait qu'on a compris que les étoiles, c'était comme le Soleil. C'est-à-dire que toutes les étoiles que l'on voit la nuit, ce sont de grosses boules de gaz, de nouveau, d'hydrogène, qui émettent de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. Elles ont une différence tout de même, évidemment, c'est qu'elles sont beaucoup plus loin que le Soleil, elles sont très éloignées, et donc elles n'apparaissent que comme un point. On ne voit qu'un point quand on regarde une étoile, on ne ressent pas sa chaleur, on est trop loin, on voit quand même la lumière de l'étoile, mais elle est très ténue. Mais donc on a compris depuis assez longtemps que les étoiles étaient des astres semblables au Soleil. Alors certaines sont un petit peu plus grosses que le Soleil, d'autres un peu plus petites, certaines sont un peu plus chaudes, donc d'autres un petit peu plus froides que le Soleil, mais globalement tout ça c'est la même chose. Les étoiles, ce sont des astres semblables au Soleil. Et donc comme on sait que le Soleil est une étoile avec un cortège de planètes qui lui tournent autour, eh bien évidemment la question naturelle c'est de se demander est-ce que ces étoiles-là, toutes ces étoiles ou certaines d'entre elles, elles aussi ont des planètes qui lui tournent autour, qui leur tourne autour. Et donc, si on a une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil, on appelle ça une planète extrasolaire ou alors une exoplanète. Et donc, si on se demande s'il y a des exoplanètes qui tournent autour des étoiles, eh bien, on peut se poser aussi des questions du style est-ce qu'on a des planètes qui sont semblables à la Terre, qui tournent autour d'étoiles semblables au Soleil? Est-ce qu'on a des planètes à la surface de laquelle il y aurait des océans, des continents, des atmosphères? Des planètes extrasolaires à la surface de laquelle la vie aurait pu se développer, aurait pu apparaître, se développer, arriver peut-être vers une vie développée technologiquement, une vie qu'on pourrait détecter, voire une vie avec laquelle on pourrait communiquer, voire aller carrément faire de la colonisation, aller sur une planète extrasolaire et puis rencontrer des extraterrestres qui vivent dessus. Alors on voit donc des questions vraiment très ambitieuses qui ouvrent des perspectives très larges. Alors ce type de question, c'est la question de la vie extraterrestre, de la vie ailleurs que sur la Terre dans l'univers. Cette question, évidemment, on peut se la poser de tout un tas de points de vue. On peut se la poser par la fiction, par les dessins, par la science-fiction, par la philosophie, tout un tas de choses. Et cette question, l'existence de la vie extraterrestre, on peut se la poser aussi d'un point de vue scientifique. S'il y a de la vie extraterrestre qui existe ailleurs dans l'univers, au-delà de notre système solaire, eh bien, très probablement, ce serait sur des planètes. On a du mal à imaginer que la vie ait pu se développer sur des étoiles. Les étoiles sont vraiment des milieux extrêmes où il fait très chaud, la température est immense. On a du mal à imaginer que la vie ait pu se développer à cet endroit-là. Entre les étoiles, dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, là, on a du mal à imaginer que la vie ait pu se développer, apparaître, parce que là, pour le coup, il fait très froid, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien du tout. Alors qu'une planète qui tourne autour de son étoile, et là, elle reçoit de la lumière, pas trop, beaucoup, mais pas trop, de l'énergie, il peut y avoir des continents, tout un tas de choses comme ça que l'on connaît sur Terre, et donc on se dit ça pourrait être un site propice au développement, à l'apparition et au développement de la vie extraterrestre. Donc la question des planètes extrasolaires, elle est notamment reliée à cette question-là de la vie extraterrestre. Si on cherche des planètes extrasolaires, c'est avec l'idée qu'un jour, on pourrait détecter des planètes semblables à la Terre, à la surface desquelles, éventuellement, de la vie extraterrestre aurait pu se développer. Alors je vais vous parler de résultats qu'on a obtenus en planètes extrasolaires. Je dois également vous parler de qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans, essayer de faire des prédictions sur comment sera la situation de l'exoplanétologie dans 20 ans. Alors,
il me semble que dans 20 ans, je ne pense pas qu'on aura détecté la vie extraterrestre. Alors vous le savez sans doute, aujourd'hui on ne l'a pas détectée. Mais il y a toujours cet objectif. 20 ans, ça me paraît quand même une échéance extrêmement optimiste si on dit qu'on aurait détecté ça, la vie extraterrestre, avec dans 20 ans. Mais à l'avenir, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'un jour on détecte la vie extraterrestre, justement dans le prolongement de ces recherches en exoplanétologie. Mais le but de l'exoplanétologie, donc c'est celui-là, étudier, rechercher la vie extraterrestre, ce n'est pas le seul. Pourquoi est-ce qu'on cherche et qu'on étudie les planètes extrasolaires, au-delà de ce but? C'est tout d'abord dans un but d'exploration. On cherche, c'est quelque chose d'important en science, on cherche à explorer de quoi est composé notre univers, sa diversité, sa nature, quelles sont ses composantes, de l'exploration toute simple, avec comme finalité l'exploration, découvrir de nouvelles choses. Quand on découvre de nouveaux systèmes planétaires, eh bien souvent ils ont des propriétés qui sont différentes des planètes que l'on connaît dans le système solaire, qui peuvent donner lieu à des processus physiques nouveaux qu'on ne connaissait pas. Et donc c'est intéressant également d'étudier ces processus, de comprendre ce qui se passe à la surface, à l'intérieur, dans les atmosphères de ces planètes extrasolaires. Un des objectifs également, c'est de mener des études statistiques sur les populations de planètes extrasolaires. Depuis longtemps, on connaît les 8 planètes du système solaire, mais donc on peut déjà faire de la statistique, quelles sont leurs propriétés, et donc ça permet de comprendre comment elles se sont formées, comment elles ont évolué. Mais on a un seul cas, si on n'a que le système solaire, peut-être qu'on se trompe, peut-être que vraiment il y a des particularités, des choses qui ne sont arrivées que dans le système solaire et qui ne sont pas du tout représentatives de ce qui se passe dans les formations et dans l'évolution des systèmes planétaires dans la galaxie. Donc c'est un autre objectif, rechercher et caractériser les planètes extrasolaires. Ça permet d'avoir une vision statistique des propriétés des planètes dans notre galaxie, dans l'univers, et donc de mieux les comprendre, notamment contraindre les modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires. On a là des idées, on sait à peu près comment s'est formé le système solaire, comment il a évolué. Il y a des modèles théoriques qui ont été proposés et qui sont contraints par les observations que l'on a du système solaire. Mais donc, on n'a que les planètes du système solaire, si on n'a pas les exoplanètes, et donc un seul cas, peut-être que les modèles ne sont pas complètement fiables si on se repose seulement sur un seul cas. Et donc, explorer la diversité des systèmes exoplanétaires, ça permet de mieux contraindre ces modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires. Donc, pour résumer, pourquoi rechercher et détecter et caractériser les planètes extrasolaires? Tout d'abord, explorer la diversité de notre univers. Deuxièmement, étudier des processus physiques particuliers ou chimiques qui peuvent se produire dans ces systèmes planétaires. Troisièmement, augmenter nos connaissances statistiques sur les propriétés des systèmes planétaires dans notre galaxie. Quatrièmement, bien contraindre les modèles, mieux contraindre les modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires pour comprendre quels sont les processus physiques qui ont permis de créer et de faire évoluer ces systèmes planétaires. Et puis l'objectif à plus long terme, avancer, avoir des éléments de réponse vers peut-être un jour la détection de la vie extraterrestre. Donc c'est ça qui justifie toutes ces recherches. Mais alors ceci dit, la réponse, est-ce que ces étoiles-là ont des planètes qui leur tournent autour? Alors depuis longtemps, en fait, les astronomes disent oui, il n'y a pas de raison. Le Soleil, il a des planètes qui lui tournent autour, donc il n'y a pas de raison que toutes les étoiles, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, n'aient pas également des planètes qui leur tournent autour. Ça, c'est la réponse théorique que l'on avait. Mais pendant longtemps, on n'a pas été capable, en fait, de détecter les planètes extrasolaires, parce que pour détecter une planète extrasolaire, il faut, si on voulait faire directement une détection de planètes extrasolaires, il faut regarder une étoile, grossir énormément avec un gros télescope, et puis à côté, on verra un petit point, une planète, et puis au fur et à mesure du temps, on la verrait tourner autour de son étoile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode directe, mais elle est vraiment très difficile, cette méthode directe, parce qu'elle nécessite tout d'abord d'avoir une résolution angulaire immense. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de détecter quelque chose qui est très près d'autre chose. Parce qu'une planète autour d'une étoile, c'est très éloigné. Donc là, à cette échelle-là, vraiment, les planètes vont être très 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 proches de leur étoile, et donc ça ne va pas être facile de les distinguer si on fait une image. L'autre difficulté, c'est qu'il faut une dynamique énorme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la planète, elle est des milliards de fois moins brillante que l'étoile. Donc non seulement il faut détecter quelque chose de très proche d'une étoile, mais en plus quelque chose énormément moins brillant que cette étoile. Et donc ces deux grandes difficultés font que pendant longtemps, il n'a pas été possible de détecter des planètes extrasolaires, mais les astronomes se disaient si quand même ça devait exister. Mais bon, ça a fini par être détecté. Oh là, c'est pas du tout le bon ordre. Voilà, ça a été détecté. La première, a été détectée en 1995 à l'Observatoire d'Hauts-de-Provence. Alors, l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, on a un petit peu parlé ce matin, en début de notre soirée, quand on a eu notre PDG du CNRS, Antoine Petit, qui nous a parlé donc, de la création du CNRS il y a 80 ans. Le CNRS a été créé à peu près au même moment que l'IAP, là où on se trouve, et que l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, qui a été créé donc, il y a 80 ans également. Et l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, il a été créé à l'origine justement pour avoir des observations, et ces observations devaient être
analysées ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors depuis, ça a évolué, mais il y a toujours des observations faites à l'Observatoire de Haute-Provence qui sont analysées ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Celle-là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Ça, cette observation en 1995, elle a été faite donc avec un télescope français, ici à l'Observatoire de Haute-Provence, par deux astronomes suisses, Michel Mayer et Didier Queloz, avec un instrument franco-suisse, un spectroscope, qui permet d'étudier très finement le mouvement des étoiles. Parce que donc ces deux astronomes suisses qui ont détecté la première planète extrasolaire en 1995, ils n'ont pas réussi à dépasser les deux limites là dont je vous parlais. C'est difficile de détecter une planète extrasolaire directement parce qu'elle est très proche de son étoile et bien moins brillante. Par contre, ils ont pu étudier très précisément le mouvement des étoiles et par cette technique détecter indirectement que certaines étoiles, et notamment une, avaient une planète qui lui tournait autour. Alors le principe, c'est celui-là, on donne souvent l'analogie du lanceur de marteau, mais c'est une très bonne analogie. Sur cette image, on voit un lanceur de marteau qui fait tourner son marteau autour de lui, et on voit que le lanceur de marteau, il bouge un petit peu, il a une petite lumière sur sa tête, et puis la pause a duré quelques secondes, donc on voit une petite auréole au-dessus de sa tête, c'est parce que le lanceur de marteau, il bouge un petit peu, parce qu'il sent l'effet de son marteau. Et donc l'analogie, je pense que vous la voyez venir, c'est évidemment, le marteau, c'est la planète, le lanceur de marteau, c'est l'étoile, et donc quand une planète tourne autour de son étoile, c'est essentiellement la planète qui bouge, mais en fait l'étoile fait un... Pardon. Quand une planète tourne autour de son étoile, c'est essentiellement la planète qui tourne, mais la planète fait un petit peu bouger son étoile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un filin, évidemment, entre l'étoile et la planète, mais il y a une force gravitationnelle. La planète attire l'étoile attire la planète. L'étoile a beaucoup plus d'inertie, elle est beaucoup plus massive, donc elle ne bouge pas beaucoup, mais elle n'a pas une masse infinie, donc elle bouge un petit peu tout de même. Donc quand une planète tourne autour de son étoile, elle fait un petit peu bouger son étoile. Alors la planète, on ne la voit pas directement, parce qu'elle est vraiment trop proche de son étoile et trop peu brillante. Par contre, si on a un astronome qui arrive et qui observe très précisément le mouvement de l'étoile, eh bien, il peut voir que l'étoile s'éloigne, s'approche, s'éloigne de lui. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode la méthode des vitesses radiales. Radial, par référence au rayon entre l'observateur, l'astronome et l'étoile. Donc si on observe une étoile et qu'on la voit s'éloigner, s'approcher de manière périodique, on peut en conclure que quelque chose tourne autour d'elle. Et donc c'est cette méthode-là qui a été utilisée par Mayer et Queloz, et voici le type d'observation qu'ils ont obtenu. Donc ça, c'est globalement la détection de la première planète extrasolaire. Alors peut-être ce graphique vous paraît un petit peu abscon, donc je vais tenter de vous l'expliquer. Ce que l'on voit sur cet axe-là, horizontal, c'est des jours d'un mois, je ne sais plus quel mois c'était, donc le 2, le 4 avril par exemple, le 6 avril, le 8 avril, etc. Et ce que l'on voit sur l'échelle verticale, c'est la vitesse radiale de l'étoile. On voit que c'est gradué en kilomètres par seconde, mais c'est des centièmes de ça. Donc en bas, c'est moins 60 mètres par seconde, moins 40, moins 20, etc. Quelle que soit la valeur, la vitesse radiale de l'étoile varie. Et donc si la vitesse radiale de l'étoile varie, eh bien, ça veut dire que quelque chose fait bouger l'étoile. Alors est-ce qu'il y a des astronomes ici là, qui sont capables de me dire la période orbitale qu'ont détecté Mayer et Queloz avec ces observations? Une question dure à 23h et quelques. Une question trop dure. Alors je donne la réponse. Si? Non? Alors je donne la réponse. C'est une question qu'on se pose souvent en science. On a des mesures comme ça, et puis on se dit, mais comment comprendre ça? Ce qu'il faut, c'est faire passer un modèle. Et donc je vois des signes là. Il y a des gens qui commencent à faire passer le modèle. Je vois des bras qui se tendent. Le modèle, c'est ça. Le modèle, c'est une belle sinusoïde. Et ça, c'est le modèle quoi? C'est le modèle d'une orbite keplérienne, régie par les lois de Kepler, qui utilisent la loi de la gravité de Newton. Et donc là, on voit le mouvement de l'étoile. L'étoile, j'ai un pointeur. L'étoile s'éloigne, elle s'approche, elle s'éloigne, elle s'approche. Et on voit que le modèle, là, cette sinusoïde, recouvre bien les points d'observation. Donc là, vous avez peut-être la réponse. Quelle est la période orbitale de la planète qui tourne autour de cette étoile? En combien de temps la planète fait un tour de son étoile? 4 jours, voilà, exactement. On voit là, il y a un minimum à 3. Là, il y a un minimum à 7, il s'est passé 4 jours. Tous les 4 jours, la vitesse de l'étoile bouge, l'étoile s'éloigne, s'approche, avec une période de 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a une planète qui tourne autour de cette étoile avec une période de 4 jours. Et donc cette planète, détectée par les astronomes suisses Mayer et Queloz, elle tourne autour de l'étoile 51 Pégasi, et la planète s'est appelée 51 Pégasi B, le nom de la planète, sachant que l'étoile, elle s'appelle A. Et donc, c'est ce type d'observation que l'on fait. Et donc, si on essaie de se projeter, qu'est-ce qui sera fait dans 20 ans? Alors là, on voit par exemple l'instrument SOFI qu'on utilise actuellement à l'Observatoire de Haute-Provence et dont on analyse notamment les données ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il continue à observer. Alors, on peut même penser que dans 20 ans, il continuera à observer. On continuera à obtenir des résultats avec ce type d'instrument. Un autre instrument qui est un peu frais, mais encore plus puissant, ici, on voit l'instrument HARPS-NORD qui est installé aux îles Canaries.
On voit l'instrument Spirou ici, dans lequel l'Institut d'astrophysique de Paris est impliqué également. Donc lui il est installé au télescope Canada-France-Hawaï, donc sur l'île d'Hawaï. Et lui il fait le même type de mesure, mais il cherche à détecter des planètes. Il observe depuis juste quelques mois. Il cherche à détecter des planètes autour des étoiles très peu massives et plus froides, enfin moins chaudes que le Soleil, qui sont particulièrement intéressantes. Et ici, le télescope, le Very Large Telescope, peut-être vous en avez entendu parler, un télescope géant constitué de 4 grands télescopes de 8 mètres chacun, alors que le télescope qu'on utilise ici à l'Observatoire de Provence, il fait seulement 1,9 mètre de diamètre. Là, c'est 4 miroirs de 8 mètres, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et depuis plusieurs mois, 2 ans maintenant, il y a l'instrument Expresso qui fait ce type de mesure également pour détecter, par la méthode des vitesses radiales, détecter et caractériser des planètes extrasolaires. Et donc ce type d'instruments-là, qui eux fonctionneront encore dans 20 ans, et produiront beaucoup de résultats dans les 20 prochaines années, cherchent à détecter des planètes de moins en moins massives et sur des périodes de plus en plus longues. Parce que c'est difficile de détecter. La première qu'on a vue, elle tournait en 4 jours, donc 4 jours c'est vraiment une période très courte, la planète est très proche de son étoile. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, elle fait le tour en 3 mois, donc 3 mois c'est beaucoup plus long que 4 jours évidemment. La Terre, elle fait un tour en 1 an, Jupiter fait un tour en 12 ans, donc ces planètes sont bien plus éloignées. Avec ce type d'instrument, on va pouvoir détecter des planètes donc, de moins en moins massives pour atteindre le domaine des planètes de type terrestre et sur des périodes orbitales de plus en plus longues, au lieu d'avoir quelques jours, quelques mois, et bien aller à quelques années, voire plus long. Alors ça, c'est la première méthode de détection. Ah ben justement, c'est ça la diapositive qui a disparu, je la remets là. La première... Je voulais vous poser des questions et les réponses apparaissent. Alors évidemment, là, je suis un peu troublé. Donc comme vous le voyez sur le haut, il y a des choses qui peuvent passer devant les étoiles. Je vous ai parlé pour l'instant d'une première méthode de détection, la méthode indirecte des vitesses radiales, on voit le mouvement de l'étoile. Mais si quelque chose passe devant l'étoile, typiquement une planète, eh bien on va voir la lumière de l'étoile baisser un petit peu. Et donc on voit des choses de temps en temps passer devant notre Soleil. Là on voit à gauche la Lune devant le Soleil. Au milieu, je reprends mon pointeur, Vénus devant le Soleil, là un avion. Et donc, on a parlé juste avec ma collègue juste avant, vous avez un petit peu parlé des éclipses, donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous savez quand avait eu lieu la dernière éclipse de Soleil en France métropolitaine? Vous avez la réponse. Là, si je peux poser la question, alors qui l'a vu cette éclipse en 1999? Quelques-uns, oui, c'est bien. Et donc, je voulais vous dire quand aura lieu la prochaine, et donc là, vous avez la réponse, et donc c'est un petit peu déprimant. Je ne vais pas demander qui va la voir, parce que je crois qu'on va être assez rare. Mais donc, si on veut voir des éclipses, il faut voyager. Et donc, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, il y en a une le mois prochain en Argentine et au Chili. Donc, si on veut voir des éclipses totales de soleil, oui, il ne faut pas rester en France ou alors être vraiment très jeune ce soir. Mais je crois que là, ça va être dur pour nous tous. Alors, si on a un transit, non pas de la Lune devant le Soleil, mais d'une planète devant son étoile, eh bien, ça ressemble à ça, c'est tout simple. On a une planète qui passe devant son étoile. Alors, on n'arrive pas à faire une image comme cela parce que l'étoile est tellement loin qu'on ne voit pas sa surface, on ne voit pas la tache de la planète passer devant son étoile. Par contre, on peut mesurer très précisément la quantité de lumière qui arrive de l'étoile. Ça, c'est une technique qui s'appelle la photométrie. Et donc, si on voit exactement combien de lumière arrive de l'étoile, et bien, de temps en temps, on peut voir cette lumière baisser un petit peu. On se dit, bah, quelque chose est passé devant l'étoile. Et bien, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits, pour laquelle la première planète a été détectée en 2000 par cette méthode, vitesse radiale la première en 95, par la méthode des transits la première en 2000. Et là, ce que l'on voit, c'est la lumière de l'étoile. Hop, elle baisse en fonction du temps, puis elle remonte. Eh bien, c'est qu'une planète est passée devant son étoile juste à ce moment-là. Ça dure quelques heures, le passage d'une planète devant son étoile. Alors ça, ce sont les deux méthodes principales de détection. Et donc là, ce que je vous montre, c'est le nombre de détections de planètes extrasolaires qui ont été faites, notamment avec ces deux méthodes, en fonction du temps. Donc la première en 95, et puis le nombre de planètes. Et vous voyez deux pics, un grand pic en 2014 et un grand pic en 2016, avec des centaines de planètes détectées ces années-là. Aujourd'hui, on en connaît un peu plus de 4000 des planètes extrasolaires. Donc depuis 95, en 24 ans, on en a détecté 4000. Mais on voit que ce n'est pas du tout régulier, il y a deux gros pics. Ces deux gros pics, ce sont des planètes, des exoplanètes détectées par la méthode des transits, avec ce satellite qui s'appelle Kepler, un satellite de la NASA, qui en gros a observé des dizaines de milliers d'étoiles dans la constellation du Cygne. Il a les observé pendant 4 ans et il a regardé quelles étoiles avaient la lumière qui baissait de temps en temps. Et beaucoup de celles-là, c'était des planètes qui passaient devant ces étoiles. Donc Kepler a vraiment fait une révolution en exoplanétologie. De nombreuses détections ont été faites qui ont permis de nombreux résultats vraiment très intéressants. Et à nouveau, si on se projette, qu'est-ce qu'on aura dans 20 ans? Eh bien, on a le télescope TESS là, qui observe depuis quelques mois, c'est un peu le successeur de Kepler, lancé par la NASA également, pour lequel Kepler comme TESS, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous avons contribué au suivi des observations
des planètes, des candidats planètes qui a été détectés par Kepler. Et maintenant, on vient de débuter le suivi des candidats planètes détectés par TESS. Donc TESS, ce satellite, va également détecter de nombreuses exoplanètes. Et puis en Europe, on prépare le projet Plateau, que l'on voit ici, un satellite également, qui lui va observer quasiment tout le ciel pour essayer de détecter des planètes extrasolaires par la méthode des transits, avec l'objectif un jour de détecter des planètes de type terrestre, donc des planètes petites, telluriques, qui tournent en à peu près 1 an autour de leur étoile. Alors si on regarde cette moisson de planètes extrasolaires en 24 ans, là, il y a les 4000 planètes extrasolaires. Alors, sur cette figure, je peux parler toute la nuit, mais alors il me reste combien de temps? On m'a dit de te laisser parler. Donc... Ah bon, bah alors allons-y. Donc, alors cette figure, moi je la trouve passionnante. Alors je vais essayer de vous faire partager mon intérêt avec cette figure qui a priori elle semble un petit peu complexe. Donc qu'est-ce que l'on voit là? On voit la période orbitale des planètes en jours. Donc un point ici, c'est une planète qui tourne en 10 jours autour de son étoile. Un point ici, c'est une planète qui tourne en 10 000 jours autour de son étoile. Et sur cet axe-là, on voit la masse de la planète en masse terrestre. Donc une planète comme ça, elle est un petit peu plus massive que la Terre. Une planète comme ça, elle fait 1000 fois la masse de la Terre. Et alors, il y a 8 points rouges qui sont représentés sur ce diagramme. Évidemment, ce sont les planètes du système solaire. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, pour comparer avec les planètes que l'on connaît bien dans notre système solaire. Et en noir, ce sont les 4000 exoplanètes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc on voit qu'elles ne se répartissent pas n'importe où. Clairement, on voit des familles. Alors vous voyez combien de familles là sur ce diagramme? 3 évidemment, ça saute aux yeux. Une famille ici, une famille là et une famille là. Alors de quoi s'agit-il? Ici, ce sont des planètes qui ont typiquement la masse de Jupiter. Donc ce sont des planètes géantes, des grosses boules de gaz, et elles tournent en quelques jours autour de leur planète. Donc c'est ce qu'on appelle les Jupiter chauds, c'est-à-dire des planètes massives comme Jupiter, grosses comme Jupiter, mais qui tournent en seulement quelques jours autour de leur planète. Ce sont les premières qui ont été détectées. La première dont je vous ai parlé, vous vous souvenez, 4 jours de période, donc c'est ce type de planète. Et donc on voit des Jupiter chauds ici. Ici, on voit des Jupiters plus froids, plus standards. D'ailleurs, on voit que notre Jupiter à nous, il est presque dans ce nuage-là. Donc ça, ce sont des Jupiters qui tournent en quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années autour de leur étoile. Alors quelque chose de très intéressant déjà qu'on peut voir, c'est qu'entre les deux, il y a beaucoup moins de planètes. Alors pourquoi il y a moins de planètes? Est-ce qu'on les aurait loupées? Alors a priori non, parce que si ces planètes-là sont plus faciles à détecter que celles-là. Celles-là, il faut observer pendant des années, et celles-là, il faut observer pendant plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs mois. Donc a priori, celles-là sont plus faciles à détecter que celles-là, et comme là, il y en a plein, et là, il n'y en a pas, c'est que vraiment, il y a un manque de planètes ici. Celles-là sont plus faciles à détecter, parce qu'elles tournent en quelques jours, donc l'effet est plus grand, et puis il suffit d'observer quelques semaines, quelques mois, et on les détecte facilement. On les détecte plus facilement. Donc c'est assez clair que là, il y a un manque de planètes. Alors ça nous pose... Alors déjà, exploration, on voit de quoi est composé notre univers. Des planètes de type Jupiter chaud, ça c'est une découverte, parce que dans notre système solaire, il n'y a pas de Jupiter chaud, on a juste un Jupiter froid, très froid, et une Saturne. Donc on a juste ces deux planètes-là. Ces planètes-là sont complètement inconnues dans le système solaire, donc c'est intéressant. Les statistiques, eh bien, on voit qu'on a beaucoup de planètes très proches, des planètes géantes, là je parle des géantes très proches de leur étoile et beaucoup moins plus éloignées. Donc on voit que les distances orbitales ne sont pas réparties uniformément, donc il y a quelque chose, là, il y a de la physique, là, il se passe quelque chose. Alors on comprend un petit peu ce qui s'est passé. En gros, ces planètes-là, elles n'ont pas pu se former très proches de leur étoile. Ce n'est pas possible, et les modèles ne permettent pas de créer des planètes géantes à cet endroit-là. Les planètes se sont forcément créées par là, plus loin de leur étoile, là où il y a moins de chaleur. Et donc en fait, ce que les modèles, ce qui est un modèle maintenant couramment admis dans la communauté des astronomes, c'est que les planètes géantes se forment là, et puis elles migrent par là, certaines d'entre elles se rapprochent de leur étoile et sont en orbite en quelques jours. Et puis elles bougent, et à cet endroit-là, il n'en reste plus beaucoup parce qu'elles sont en train de bouger. Alors une question qui se pose, c'est pourquoi elles s'arrêtent là, pourquoi elles ne tombent pas sur leur étoile? Alors ça, c'est une question qui, pour le coup, elle n'est pas bien résolue. On pense qu'il y en a certaines qui tombent sur leur étoile, mais c'est un fait qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent avant. Et donc ça, il y a différents processus qui sont proposés, mais les idées ne sont pas encore claires là-dessus. Et donc je viens à la troisième population de planètes. Là, on voit que c'est plus bas en masse, donc ce sont les planètes, typiquement, là on voit qu'Uranus et Neptune, c'est à peu près cette gamme de masse, mais il y en a aussi qui sont moins massives, et puis elles sont quand même plus massives que la Terre et Vénus. Alors déjà, à nouveau, une découverte importante, quand je parle d'exploration de l'univers, on voit qu'il y a beaucoup de planètes ici qui font, c'est la Terre et Vénus, qui font quelques masses de la Terre, 5, 6, 7, 8 masses de la Terre. Et en fait, les études statistiques nous montrent que ce sont les planètes les plus abondantes dans la galaxie. Les planètes les plus abondantes dans la galaxie, ce sont les planètes qui font quelques masses de la Terre. Eh bien, ces planètes-là, qui sont les plus abondantes de la galaxie, elles sont totalement absentes de notre système solaire. Dans notre système solaire, on a la Terre et Vénus, donc qui font à peu près une masse de la Terre, et puis Uranus et Neptune qui font 15-20 masses de la Terre.
Entre les deux, dans le système solaire, il n'y a rien. Et ben, c'est là qu'on trouve le plus de planètes dans la galaxie. Donc c'est vraiment une découverte très, très intéressante. Et donc ces planètes-là, on voit que ce sont... alors en fait, elles sont plus difficiles à détecter que celles-là, parce que vu que les masses sont plus faibles, les effets sont plus ténus, plus fins, et donc plus difficiles à détecter. Ces planètes-là sont vraiment beaucoup plus abondantes que celles-là. On n'en a pas beaucoup encore par rapport à celles-là, mais vu qu'elles sont plus difficiles à détecter, si on corrige par les biais observationnels, on va dire par la difficulté de les détecter, eh bien en fait on se rend compte que ce sont les planètes les plus abondantes, et ça elles sont intéressantes également, parce que en allant par là, on va tomber sur les planètes du type terrestre, et donc on dit que des planètes qui éventuellement ressembleraient à la Terre, éventuellement auraient pu abriter le développement, l'apparition, l'évolution de la vie, eh bien, il semble qu'il y en ait quand même énormément dans notre galaxie. Alors ceci dit, il y a toute une région là, où là il n'y a pas de planètes, et pourtant elles sont dans le système solaire. Alors on dit vraiment le système solaire il est très différent des autres systèmes planétaires, puisque je vous ai dit, les exoplanètes, toutes ces planètes-là qui sont les plus abondantes, il n'y en a pas dans le système solaire. Les Jupiter chauds, il n'y en a pas dans le système solaire. Et les planètes du système solaire, eh ben, on n'en voit pas en exoplanètes. Alors c'est en partie vrai, en partie faux. En effet, le système solaire est assez différent des planètes qu'on a dans le système des exoplanètes, comme je vous l'ai dit. Ces planètes-là, on ne les a pas dans le système solaire. Par contre, on ne peut pas vraiment dire si ces planètes-là sont vraiment absentes des systèmes exoplanétaires. Parce qu'en fait, si là, il n'y a pas de point, c'est parce qu'on n'est pas capable encore de détecter ce type de planètes. Ces planètes-là, elles ont des très longues périodes. Un an, c'est ici. Donc là, ce sont des dizaines d'années, des siècles et des siècles. Donc vraiment, détecter des planètes avec ce type de période orbitale, c'est très difficile. Et puis, leur effet est très ténu parce que les masses sont faibles. Donc si les masses sont faibles, l'effet que la planète va avoir sur son étoile va être très ténu, de faible amplitude, et il va être difficile à détecter. Et donc là, de nouveau, si on se projette dans une vingtaine d'années, eh bien dans une vingtaine d'années, alors c'est clair qu'on aura d'autres planètes qui seront là, mais moi, ça me paraît assez clair que les populations-là vont rester les trois populations. Alors, ceci dit, ce n'est pas complètement vrai, parce que depuis 2 ans, eh bien, il a été détecté que dans cette population-là, en fait, il y avait 2 familles. Là, on ne le voit pas ici, il faut regarder sur des données un petit peu plus précises que ce graphique que je vous montre là. En fait, on voit 2 populations, des un peu moins massives et d'autres un peu plus massives, des un peu plus petites et d'autres un peu plus petites. Et il semble que la limite soit à peu près vers 2 rayons de la Terre. Il y a beaucoup de planètes en dessous de 2 rayons de la Terre, et beaucoup au-delà de 2 rayons de la Terre, mais vers 2 rayons de la Terre, il y en a un petit peu moins. On ne le voit pas sur le diagramme, mais je vous le dis. Donc il semble qu'il y ait 2 populations-là. Alors peut-être, de nouveau, dans 20 ans, on détectera d'autres familles. On verra qu'en fait, là-dedans, il y a plusieurs familles. Peut-être là, il y en a une qui se dessine. Vous voyez un peu plus de planètes là que là. Alors bon, ce n'est pas très clair, mais peut-être que dans 20 ans, on détectera ce type de famille. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que dans 20 ans, on aura commencé à peupler ici. Parce que les instruments vont être de plus en plus précis, ceux dont je vous ai parlé avant, Spirou, Espresso, etc., sont capables de détecter des planètes dans ce domaine-là. Donc on va commencer à peupler ce niveau du diagramme et puis atteindre petit à petit le domaine des planètes du système solaire et donc pouvoir comparer des planètes, des exoplanètes qui ont les mêmes propriétés que celles de notre système solaire. Vous voyez que pour Jupiter, ça commence. Jupiter a vraiment des planètes qui ont les mêmes propriétés, des exoplanètes qui ont les mêmes propriétés qu'elle. Voilà, alors je crois que je vais quand même arrêter sur ce diagramme. Je ne suis pas sûr que je vais passer toute la nuit. Je vous en prie. C'est quelque chose que je ne comprends pas quand vous dites que dans le système solaire, c'est blanc, il y a beaucoup d'espace. Et puis j'arrive pas bien à comprendre qu'on arrive à voir au-delà du système solaire des exoplanètes, et que dans le système solaire qui est plus proche de nous, on n'arrive pas à voir. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Les planètes dans le système solaire qui sont en rouge, on pense qu'on les a toutes détectées. Alors c'est possible. Ce sont les nôtres, oui, tout à fait. Oui. Mais ce qu'il y a en dehors du système solaire, où il y a les 3 masses, oui. C'est en dehors, donc c'est beaucoup. Tout à fait. Oui, parce qu'elles sont plus faciles à détecter. Je vous ai même montré les données tout à l'heure. Je vous ai dit comment détecter une planète ici. On voyait les vitesses, les variations de vitesse radiale. Ce que je vous ai montré, ça permet de détecter des planètes ici. Des planètes ici, on peut les détecter avec ce même type de courbe, mais en observant sur de plus nombreuses années. Donc là, on a les techniques, et puis je vous le montre, tous ces points-là, ce n'est pas du bluff, c'est vraiment des observations, des détections. Et donc tous ces points-là, on a les capacités techniques de détecter des planètes avec ce type de propriété, donc dans ce domaine de masse et dans ce domaine de période. On voit que plus la masse est élevée, plus on arrive à des longues périodes, et plus la masse est faible, plus il faut regarder à des courtes périodes, donc proches de leur étoile. Donc on arrive vraiment à détecter ce type de planètes. Par contre, ce domaine-là, pour l'instant, il est au-delà de nos capacités techniques, mais petit à petit, on va l'atteindre. Et là, moi, je suis vraiment sûr, j'ai aucun doute là-dessus, que dans 20 ans, on aura des planètes ici.
Alors ici, dans le coin, ici, ça va être plus dur, hein, parce que trouver une planète qui fait 1/10 de la masse de la Terre avec 100 000 jours de période, 100 000 jours, je ne sais pas combien ça fait d'années, mais c'est vraiment de siècles, c'est vraiment énorme. Là, je pense qu'on va mettre du temps avant de détecter des exoplanètes ici. Par contre, juste en dessous là, vraiment, on va en détecter. Et donc, trouver des planètes qui ressembleront à Saturne, trouver des planètes qui ressembleront à la Terre et à Vénus, ça oui, j'ai vraiment aucun doute qu'on va en trouver dans les 20 prochaines années. Bon, ça peut troubler un peu un scientifique qui dit qu'il n'y a aucun doute, parce qu'on aime bien avoir du doute en science. Mais j'exagère un petit peu, mais vraiment, ça me paraît vraiment quasiment sûr qu'on détectera des planètes là-dessus, dans ce domaine-là. Alors, pour finir, je vais encore parler des éclipses. J'aime bien les éclipses, mais là, je vais parler des éclipses de lune. Alors là, c'est bien, je vais pouvoir poser ma question. C'est bien, parce que tout n'apparaît pas, les réponses n'apparaissent pas. Donc là, on voit une éclipse de lune. Donc une éclipse de lune, c'est quand le Soleil, entre le Soleil et la Terre, la Lune, pardon, la Lune passe, et donc on voit l'ombre de la Terre projetée sur la Lune. Et donc la dernière éclipse de lune, c'était le 21 janvier 2019. Donc qui l'a observé? Quelques-uns, pas énorme. J'y étais, moi je l'ai vu aussi. Et la prochaine éclipse totale de lune, je parle que des éclipses totales, hein, restons sérieux. 16 mai 2022, donc là, il y a quand même plus d'espoir. Là, c'est clair que tous dans cette salle, on va nous souhaiter quand même une bonne santé. On arrivera à voir cette éclipse en 2022. Donc notez cette date, 16 mai 2022, pour la prochaine éclipse totale de lune. Alors pourquoi je vous parle d'éclipse de lune? Eh bien, pendant une éclipse, si on observe la lune pendant une éclipse, on voit la lumière du Soleil traverser l'atmosphère de la Terre et se projeter sur la Lune. Et donc, si on observe la Lune à ce moment-là, on voit la signature de l'atmosphère de la Terre projetée sur la surface de la Lune. Et ça, on peut dire que c'est une sorte de simulation d'une observation d'une planète extrasolaire. Une planète extrasolaire en transit, quand elle passe devant son étoile, la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de cette planète, et donc, en étudiant cette lumière de l'étoile et en comparant avec quand la planète n'était pas devant l'étoile, eh bien, on peut avoir la signature de l'atmosphère de la Terre, de la planète, pardon. Et donc, nous, ce qu'on a fait à l'Observatoire de Haute-Provence, on a observé une éclipse de lune. C'était une observation qu'on a faite en août 2008. Et voilà ce qu'on a observé. Alors, à nouveau, ce diagramme paraît un petit peu compliqué, donc je vais essayer de vous l'expliquer pour finir. On voit ici, alors c'est marqué altitude, mais en fait, c'est la quantité de lumière qui arrive en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la couleur. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, c'est le spectre de la lumière qu'on observe. Là, je vous rappelle, on observe la Lune depuis l'Observatoire de Haute-Provence pendant une éclipse de Lune. Et donc, cette lumière-là, eh bien, on voit qu'il y a différentes formes qui apparaissent. Et donc, en fait, dans ces structures-là, on voit la signature de l'atmosphère de la Terre. Et alors là, si on regarde nos tables spectroscopiques, les signatures que l'on voit ici dans un spectre, ce sont des espèces chimiques. Et donc là, ce qu'on a détecté, eh bien, c'est des signatures de l'ozone, ici du dioxygène, ici du sodium, et la pente ici, c'est la diffusion Rayleigh, on appelle ça, de l'azote. Avec ce spectre, on a été capable de détecter pendant une éclipse de lune que dans l'atmosphère de la Terre, il y avait de l'ozone, du dioxygène, du sodium et de l'azote. Alors, ce n'était pas un scoop. On le savait évidemment que toutes ces espèces étaient présentes dans l'atmosphère de la Terre. Par contre, l'observer de cette méthode-là, c'était vraiment très intéressant parce qu'on l'a observé en transit. Et donc, projetons-nous de nouveau dans 20 ans. Je vous ai parlé du satellite Plateau qui va être lancé en 2025, je crois. Allez, on va dire 2026, 2027, il y a toujours des retards. Plateau, il va être capable de détecter des planètes en transit qui vont être similaires à la Terre, c'est-à-dire une planète grosse comme la Terre, qui tourne autour d'une étoile similaire au Soleil, avec à peu près 1 an de période, et donc qui est vraiment une planète favorable à l'apparition et au développement de la vie. Cette planète, elle va faire des transits, et donc à chaque fois qu'elle fera un transit, elle fera un transit tous les ans. Il faudra être patient pour observer ce type d'observation, on pourra s'observer qu'une fois par an, puis en plus parfois ce jour-là, il fera moche, on ne pourra pas observer. Mais quand il fera beau, on pourra observer. On observera par exemple avec Expresso, dont je vous ai parlé, au Very Large Telescope, ou même encore plus ambitieux, notre PDG nous en a parlé tout à l'heure, il a parlé de l'ELT, un grand télescope européen qui va faire 40 mètres de diamètre, un télescope monstrueux, vraiment énorme, pour détecter des signatures vraiment très très faibles. Donc imaginons qu'avec cette ELT, là au Chili, on observe justement cette Terre qui aura été détectée par Plateau, qu'on observe pendant un transit, et pendant un transit, on regardera quel est le spectre qu'on voit pendant le transit de cette planète, et que l'on voit ça. On voit exactement cette signature. Eh bien, on pourra dire, cette planète, qui est en orbite autour d'une étoile similaire au Soleil et qui ressemble beaucoup à la Terre, en plus, elle a une atmosphère vraiment très similaire à celle de la Terre. Et en plus, on sait que l'azote, notamment, est très relié aux activités biologiques à la surface de la Terre. Donc vraiment, ça c'est un résultat qui, je pense, est atteignable dans une vingtaine d'années. Et le jour où on aura ça, eh bien, vraiment, ce sera un résultat extrêmement important.
Et je propose de m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce super exposé. On a le temps pour quelques questions dans la salle. C'est l'azote qui est lié aux activités biologiques? Plus Non, j'ai dit l'azote, non, c'est l'ozone, excusez-moi. Peut-être j'ai fourché, il est tard. Hein. O3, ozone, excusez-moi. Une question Internet. Oui, une question Internet où vous êtes maintenant 540, donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Nous avons Black Sand qui demande quelle est l'exoplanète la plus lointaine détectée. Alors, je ne connais pas la réponse, mais par contre, je pense pouvoir vous dire quelle est la technique utilisée pour détecter cette planète. C'est une technique dont je n'ai pas parlé ici, mais qui est utilisée par des collègues ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est la technique des micro-lentilles gravitationnelles. Alors ça, c'est une autre technique qui utilise le fait que quand une étoile passe devant une étoile très lointaine, elle va amplifier sa lumière par effet de micro-lentilles gravitationnelles. Et si cette étoile, elle a une planète qui lui tourne autour, elle va faire une toute petite amplification. Et donc ça, des planètes très très éloignées ont été détectées par ce type de méthode. Et donc là, c'est à des milliers d'années-lumière. Une autre question. Une autre question. Dans quelle galaxie on a détecté toutes ces exoplanètes? Alors c'est dans notre galaxie. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est essentiellement dans notre galaxie. Et même la plupart des planètes qui sont détectées par la méthode des vitesses radiales, la première dont j'ai parlé, ce sont des étoiles qui sont à quelques dizaines, quelques centaines d'années-lumière. Donc c'est assez proche de nous à l'échelle de la galaxie. La méthode des transits, parfois, ça va un petit peu plus loin. La méthode des micro-lentilles, c'est encore plus loin. Mais tout ça, c'est dans notre galaxie. Et même la plupart, c'est assez proche autour de nous dans notre galaxie. Et même l'avenir, je dirais que c'est vraiment autour de nous. Quand je vous ai parlé de plateaux, TESS, etc., les missions pour les 5, 10, 20 prochaines années, on cherche à observer des planètes autour d'étoiles proches de nous. Parce que ces étoiles, si elles sont proches, elles sont plus brillantes. Et donc, on va pouvoir faire des études plus fines. Alors, une autre question Internet. Oui, où Louis Esteban demande si lors d'une observation d'exoplanète par méthode du transit, la lumière diminue, puis augmente, puis rediminue et réaugmente, est-ce que ça veut dire qu'elle a une atmosphère? Alors, pas nécessairement. La lumière peut juste baisser et puis augmenter, même si on a une planète, si on avait une lune qui passait devant une étoile, donc sans atmosphère, eh bien on aurait juste une baisse. Mais par contre, comme j'ai essayé de vous l'expliquer avec cette image-là, eh bien si on regarde plus finement la lumière qui diminue, et si en fait on la regarde spectralement, c'est un petit peu complexe, mais si on regarde les différentes couleurs, eh bien on va voir qu'il y a des variations, et ces variations, justement, elles sont dues à une atmosphère. Si on regardait ça et que le spectre était complètement plat, si on voyait qu'à toutes les couleurs, à toutes les longueurs d'onde, il n'y avait aucune variation, eh bien on pourrait, c'est pas même complètement sûr, mais en tout cas, ça pourrait être un signe qu'il n'y ait pas d'atmosphère. Mais il peut aussi y avoir des atmosphères complètement opaques, très très denses, et qui ne laissent rien passer. Bonsoir. Vous avez dit qu'il y avait des... Enfin non, qu'est-ce que vous pensez des annonces médiatiques qui disent que parfois on trouve des exoplanètes qui ressemblent à la Terre? Sur quoi ils se basent en fait pour établir ça? En fait, c'est... Je ne vais pas dire du mal de mes collègues, mais il se trouve que moi je ne l'ai jamais dit parce que je n'ai pas eu la chance d'en trouver une qui ressemblait vraiment à la Terre, donc j'y arrive pas. Mais en fait, ressembler à la Terre, ça dépend des paramètres. Il y a différents types de paramètres. Par exemple, si on prend que le rayon de la Terre, si on prend juste une planète qui a le rayon de la Terre, on a déjà détecté des dizaines de planètes qui ont le rayon de la Terre. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'elles sont similaires à la Terre, et c'est en partie vrai. Mais beaucoup de ces planètes sont très proches de leur étoile, donc de ce point de vue-là, elles ne sont pas similaires. On peut trouver aussi des planètes qui ont à peu près la masse de la Terre. Là, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas des dizaines, mais il y en a quelques-unes. Et là, là aussi, on peut dire si elle a la même masse que la Terre, elle est similaire à la Terre. On peut trouver des planètes qui sont peut-être un peu plus grosses, un peu plus massives que la Terre, mais qui reçoivent une quantité de l'énergie de leur étoile similaire à ce que reçoit la Terre du Soleil. Et donc là, on peut dire elle est similaire à la Terre. En fait, il y a plein de caractéristiques, et donc souvent, on essaie d'approcher un petit peu pour justement étudier cette question-là. Par contre, une planète qui vraiment, à la taille de la Terre, tourne autour d'une étoile semblable au Soleil en un an, ça pour l'instant, on n'en a pas, mais je pense que ça va arriver assez vite, dans moins de 20 ans. Encore une question Internet. Encore une question Internet avec Mr. Dark 03 qui demande si la période de révolution autour de l'étoile joue un rôle dans l'apparition de la vie. Alors oui, parce que là, c'est la troisième loi de Kepler. La période de révolution, elle est directement liée à la distance
à l'étoile. On a vu la première que je vous ai montrée, elle tourne en 4 jours, ça veut dire qu'elle est très proche de son étoile, et si elle est très proche de son étoile, ça veut dire qu'il fait très chaud, donc on reçoit beaucoup d'énergie, et a priori une planète qui tourne en 3 jours autour de son étoile, si c'est une étoile comme le Soleil, eh ben, il fera trop chaud et la vie ne pourra pas se développer. Si la planète tourne en 10 000 ans autour de son étoile, ça veut dire qu'elle est vraiment très très éloignée, et là on pense qu'il n'aura pas assez d'énergie qui arrivera à la surface de la planète pour permettre l'apparition de la vie. Alors que si c'est à peu près 1 an de période, on pense que la quantité d'énergie sera dans le bon domaine pour permettre l'apparition de la vie. Ceci dans tout ce que je viens de dire là, je viens d'imaginer que toutes les étoiles avaient la même température, ce qui n'est pas le cas. Si on a une étoile très froide, eh ben là on peut être plus proche, très froide, enfin moins chaude que le Soleil, même une planète plus proche pourra tout de même être favorable à l'apparition de la vie. Oui, donc moi j'avais une question qui est plus en fait sur la définition d'exoplanète. Parce que donc, là, toutes ces méthodes permettent en fait de détecter un corps quand même relativement massif en rotation autour d'une étoile. Mais enfin, en tout cas pour le système solaire, on a déjà considéré que ce n'était pas quelque chose de suffisant pour appeler ça une planète, puisque je fais partie des gens qui sont toujours traumatisés pour avoir viré Pluton de la liste des planètes. Donc est-ce que, enfin aujourd'hui quand on parle d'exoplanète, on reste sur un terme assez générique en fait, avec juste un gros objet qui tourne, ou est-ce qu'en fait on a déjà commencé à raffiner les définitions pour écarter certains objets détectés qui correspondraient à cette définition de cette liste? Alors c'est une question dont la réponse n'est pas du tout triviale et c'est une question qui est complètement pertinente. En effet, j'ai dit planète, j'ai dit qui sait ce que c'est une planète, on a levé le doigt et tout. Et en fait, si vraiment on réfléchit, peut-être qu'en fait personne n'aurait dû lever le doigt parce que vraiment définir ce que c'est une planète, c'est pas une question facile. L'Union astronomique internationale s'est escrimée pendant des années à essayer de le faire. Il y a une définition officielle qui est apparue, qui semble assez raisonnable, qui semble avoir des bonnes raisons physiques. Mais quand même, c'est discutable. Donc en gros, moi, ce que j'ai utilisé là, c'était quelque chose d'assez simple. J'ai admis que les planètes, c'était quelque chose qui, en gros, était moins massif que, on va dire, 10-20 masses de Jupiter. Mais même là, ça pourrait être discutable, et c'est discuté d'ailleurs, il n'y a pas de doute que c'est discuté. Et puis, on descend jusqu'à quelle masse minimale? Alors là, on n'a pas trop le problème parce qu'on a des difficultés en exoplanétologie à détecter des masses très faibles. Donc on ne se pose pas encore la question des masses minimales, mais un jour, elle se posera évidemment. Un jour, on va trouver des corps de très faible masse ou très petits qui tournent autour des étoiles. On dira, mais vraiment, c'est des planètes, ça? Ou alors, c'est des planètes naines, comme Pluton, justement. Donc c'est une question dont la réponse n'est pas simple. Mais disons que quand on voit des planètes qui ressemblent vraiment beaucoup à Jupiter, enfin des corps qui tournent autour d'une étoile, qui ont la masse de Jupiter, qui tournent en quelques semaines, quelques années, on est assez sûr que c'est raisonnable d'appeler ça une planète. Mais en effet, je dirais que c'est une question ouverte où on continue à réfléchir. Quand on détecte une exoplanète par les techniques de variation de brillance, comment on peut être sûr que c'est une exoplanète et pas, je sais pas, un astéroïde dans le système solaire ou quelque chose qui tourne autour de la Terre? Ouais. Alors là aussi, c'est une bonne question, c'est pas du tout trivial. Alors pour le coup de l'astéroïde, là on a une réponse, c'est que la baisse de lumière doit être périodique. Elle doit se reproduire tous les 6 jours, tous les 7 jours, tous les 10 ans, je ne sais pas, suivant la période orbitale de l'étoile. Donc ça, c'est un signe très fort. Si ce truc est périodique, on peut en conclure qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile. Par contre, ce quelque chose qui tourne autour de l'étoile, ce n'est pas nécessairement une planète. Et en fait, justement, à l'Institut d'astrophysique de Paris, on a beaucoup travaillé pour faire du suivi des grands relevés photométriques qui cherchent des transits. Donc ils observent la lumière de plein d'étoiles et puis ils voient que de temps en temps, elle baisse périodiquement. Et après, nous, par exemple, avec Sophie à l'Observatoire de Provence, on les observe par la méthode des vitesses radiales pour savoir si c'est une planète ou pas. Et pour vous donner un ordre de grandeur, là, je vous ai parlé que des satellites, je vous ai parlé de Kepler, TESS, Plateau. Il y a beaucoup de méthodes de ce type de techniques qui ont été faites depuis le sol, avec des télescopes au sol. Et il y en a encore qui sont faites. Eh bien, les premières expériences au sol, typiquement, il y avait des candidats planètes. Et 90-95% des candidats, au final, ce n'étaient pas des planètes. Généralement, c'était des étoiles binaires, des étoiles qui tournaient l'une autour de l'autre, et ça, il y en a vraiment énormément dans la galaxie. Et donc, seulement quelques pourcents de ces candidats étaient réellement des planètes. On pouvait le déterminer grâce au type d'observation que l'on fait à l'Observatoire de Provence en spectroscopie. Et maintenant, avec les satellites Kepler, et TESS et puis bientôt Plateau, ces proportions sont un peu moins défavorables, mais ça reste toujours une question importante de savoir est-ce que vraiment c'est une planète ou pas. Merci beaucoup Guillaume d'avoir surmonté ce problème. Donc, on va passer au dessin et je vous rappelle que vous pouvez aller observer en haut et en bas de l'Institut si vous ne restez pas pour la présentation suivante. Et donc pour les dessins, Héloïse Chochois a été rejoint par Valentine Delattre, du blog Sciences de Comptoir, membre également du Café des Sciences, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Et donc les dessins vont arriver incessamment sous peu. Et donc, dessin de circonstance. On meuble, on meuble. D'ailleurs, cette nuit blanche est sponsorisée par Ikea. Effectivement, beaucoup de meublage dans cette soirée. Peut-être que si on apporte un 10e ordinateur, ça résoudra le problème technique. Alors oui, parce que peut-être, je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement, il y a des ordinateurs partout, même nous à la régie, on a au moins 3 écrans. Enfin, le vrai défi scientifique, détecter le câble HDMI, c'est pas facile. Vous ne voyez que la moitié de mon diapo, je vais donc prononcer la moitié de mes. Merci pour votre. C'était vraiment une super. On cherche à détecter la vie extraterrestre. Pas un geste, Grishka, et nous passerons sous leur radar. Rien n'est impossible. Quelle belle étoile. Alors c'est écrit petit, j'arrive. Jour 133, les conditions de travail sont de plus en plus rudes. Encore de la macédoine à la cantine. Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. L'explorateur moderne. Tu bouges sur toi-même. T'as encore chopé des exoplanètes? Non, j'ai juste une envie pressante. Les progrès de la médecine. J'ai vu 5 éclipses totales à mon domicile, mon petit. Waouh! Vous voyez donc, ce diagramme est d'une beauté. Lors de la prochaine éclipse totale, vous serez tous morts. Il n'y a pas de Jupiter chaud dans notre système solaire. Je vous demande pardon. Merci Valentine. On a enfin la signature de l'atmosphère de la Terre. 80% de pets de vache. Alors, verdict. Encore une exoplanète. Transit, plateau, mais où diable les scientifiques trouvent-ils tous ces noms? Le mystère reste intact. Et si on appelait la prochaine sonde miche de pain? Et je crois que c'est tout pour les dessins. Merci beaucoup.